Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur les antennes de For You Télévision. Good morning. Good morning to you, Noah, ladies and gentlemen. Welcome to this edition of the bilingual newscast on For You Television. Kickstart right immediately to talk about Sunday's run of elections, which have led to an unprecedented political situation in France, as President Emmanuel Macron's coalition has fallen well short of the majority. The left-wing made a sharp gain and the far-right surged well beyond expectations, as Nota Benke files in details in the following report. President Emmanuel Macron was in danger of falling short of a parliamentary majority after the first rounds of voting saw his centrist camp tied with the left-wing coalition led by Jean-Luc Mélenchon. The left-wing coalition New Popular Union won an estimated 141 seats, and Macron's center-right alliance together won an estimated 234 seats, and the far-right National Rally took an estimated 90 seats in the second round of France's legislative elections. Each of the other major forces in parliament can more or less boast of a good night at the ballot box. The left's coalition gamble sets it up as the next legislature's largest opposition bloc. The far right is on track for upward of 10 times more seats than it held in the last legislature, and the embattled Conservative find their support converted by Macron's central right going forward. Some 48.5 million voters were registered to cast a ballot in 572 runoff races across the country, with 52.46% of voters choosing to stay away, making France to record its highest ever abstention rate in the first round of the legislative elections, surpassing the 2017 record by a full point. And away from Europe, we head to the Asian continent, where millions of people have been stranded, while emergency workers have struggled to reach those affected in lightning strikes and landslide storms in India and Bangladesh. Fanyonga Leyuga tells us more in the following report. Millions of people have been stranded, while emergency workers have struggled to reach those affected. Forecasters are warning that the flooding is expected to get worse over the next few days. Bangladesh government officials have described the recent flooding as the country's worst since 2004. Unrelented rains over the last week have inundated vast swatches of the country's northeast region, excavated by runoffs from heavy downpours across mountains in neighboring India. Schools have been converted into makeshift shelters, and troops have been deployed to evacuate household cutoffs from neighboring communities as a result of rising water. In Assam state in neighboring India, more than 1.8 million people have been affected by flood after 5 days of incessant downpours. Ranju Chaudhary, who lived in the same village, described the scale of the flooding. Some 3.1 million people were displaced in the region, with about 2,000 of them now being housed in makeshift shelters on higher ground. Seasonal monsoons rains represent a lifeline for farmers across South Asia, but typically cause deaths and destruction to poverty every year. Bangladesh and India have both experienced increasingly extreme weather in recent years. Shared border crisis between the Democratic Republic of Congo and Rwanda continue to deepen as days go by. It is to this effect that the President of Kenya, Uhuru Kenyatta, has decided to ease tensions between these two nations in an extraordinary meeting, which has to engulf the states of West Africa and East Africa as well. In this following report, there are details compiled. President, welcome. Oh, well, how are you doing? According to a government statement, the President of Kenya, Uhuru Kenyatta, has called for a meeting of the East African Community heads of states on Monday to discuss peace and security in the Democratic Republic of Congo. Mr. Kenyatta, who is currently the head of the bloc, had on Wednesday urged for the immediate deployment of regional force to stop the violence in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, which is however opposed to Rwanda being part of the proposed regional force and has suspended bilateral relations with Kigali. Officials of the Democratic Republic of Congo also accused Rwanda of backing M23 rebels
who recently captured the border town of Bunagana. Moreover, President Felix Tshisekedi also accused Rwanda of seeking to occupy his country to exploit its minerals and asked the United Kingdom to pressure Kigali to stop its aggression. But Rwanda denies the allegations. It should also be recalled that tensions between the two countries have escalated in recent weeks, with anti-Rwanda protests reported in Kinshasa and eastern region of the Democratic Republic of Congo. Just 2 days ago, a Congolese soldier opened fire at Rwandan security officers at the Bukavu border post, injuring 2 police officers. It is to this effect that Kenya has decided to host and facilitate direct peace talks between the government of the Democratic Republic of Congo and the different rebel forces. The dialogue is, however, yet to yield any results in the days ahead. Belgian officials have officially handed over the last remains of Pan-Africanist and leader of Congo, Patrice Emery Lumumba, on Monday 20th June, which was a toast to his family, thereby turning a new page in the history of and chapter in its colonial past. To this effect, 3 days of national mourning has been announced to celebrate the independence of the Congo in memory of their fallen hero. Teke Wana has the rest of that story compiled in this report. Shot dead by a firing squad in 1961 with a tacit backing of former colonial power Belgium, his body was then buried in a shallow grave, dug up, transported 200 kilometers, interred again, exhumed and then hacked to pieces and finally dissolved into acid. Patrice Lumumba, Congolese independence hero, was his name and reason why he occupies a special part in the heart of his countrymen. It explains why Monday, June 20, Belgian officials officially handed the last remains of slain Congolese leader Patrice Lumumba a tooth to his family, thereby turning a page on a grim chapter in its colonial past. Chief Prosecutor Frederick Van gave the relatives a small, bright blue box containing the tooth in a televised ceremony and said the legal action they had taken to receive the relic had delivered justice. However, Lumumba's assassination and the brutal history of Belgian control of the Congo have been enduring sources of pain between both countries. Belgian Prime Minister Alexander De Groot reiterated that his country's authorities bore a moral responsibility over the killing. Lumumba was executed on January 17, 1961 at the age of 35 in the southern region of Katanga with the support of Belgian mercenaries. The casket containing the tooth is set to be flown back to the Democratic Republic of Congo, where it will be officially laid to rest at a memorial site. The country is set to hold 3 days of national mourning from June 27 to 13, its 62nd anniversary of independence, to mark the burial ceremony. Nonetheless, investigation of war crimes is still ongoing, but only 2 of the targeted officials are still alive. Ladies and gentlemen, this is where we end the first segment of the news in the English language. The second segment is right ahead with Chinois in the French language. Bonjour. Good morning once more, Charles. Quand même, mesdames, messieurs, bienvenue à la partie française du journal. On ouvre donc avec le Cameroun pour parler d'élections au barreau dans ce pays. L'avocat Eric Mba, maître, est le nouveau bâtonnier de l'ordre du Cameroun. Il a été élu hier par ses pairs avec 1285 voix contre 969 pour son adversaire Philippe Mémon lors de l'Assemblée générale élective du barreau qui s'est tenue au Palais des Sports de Ouarda à Yaoundé. Il remplace maître Claire Tanganabi Kouna, qui était présidente intérimaire du barreau pendant presque 2 ans, depuis le décès de maître Charles Tchakoté Pati. Il est élu pour un mandat de 2 ans, précédant que le président de l'Assemblée générale est maître Kless Kouano. Parlons donc à présent de la situation des infirmières au Zimbabwe. Celles-ci ont entamé depuis hier lundi 20 juin des mouvements d'humeur réclamant de meilleures conditions de vie. Une situation qui survient donc 2 ans donc après la pandémie du coronavirus dans un pays. Mais dès lors, le Zimbabwe fait face à une inflation qui fragilise l'État mais également le pouvoir d'achat. Élément de réponse dans ce papier que signe. Elles sont épuisées et démoralisées après des années de travail acharné pour de maigres salaires dans des hôpitaux. Les travailleurs de santé sont en grève depuis le lundi 20 juin et protestent contre les mauvais salaires et les conditions de travail jugées déplorables depuis le début de la pandémie à coronavirus. Déjà en sous-effectif, en raison du départ des infirmières, ce mouvement de grève
risque de paralyser l'ensemble du secteur sanitaire. C'est la deuxième fois que les infirmières grèvent depuis l'apparition du virus dans le pays. Le dernier mouvement remonte en 2020 et avait contraint des hôpitaux à refuser des patients, faute de personnel, qui avait causé la mort des bébés coincés dans le bassin de leur mère lors des opérations chirurgicales pratiquées tardivement. Au Zimbabwe, les infirmières sont payées $30 000 zimbabwéens, soit 79,37 $ par mois, affirment les syndicats de santé. Le système sanitaire zimbabwéen est à l'agonie, comme l'économie du pays plombée depuis 10 ans par une grave crise. Nourriture, électricité, carburant, tout manque. Ceux qui restent enchaînent les heures pour combler les trous dans le planning. Parlons à présent donc de monkeypox, donc la nouvelle variole de singe qui prend ses quartiers en Afrique. Il faut dire que depuis 2 ans, après donc le coronavirus, l'Europe est frappée par cette nouvelle zoonose. L'Afrique centrale et occidentale se retrouve elle aussi prise d'assaut. Une situation qui amène donc l'Organisation mondiale de la santé à s'interroger sur celle-ci et bien sûr à organiser donc un congrès le 23 juin prochain afin de savoir si la variole du singe est une réelle menace pour la santé publique internationale. Plus de détails dans ce reportage de Foot Didi. Ils sont 8, ces pays africains parmi 39 qui ont signalé des cas de monkeypox. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, représente la plupart des cas avec 36, suivi de la République démocratique du Congo avec 10 et 8 en République centrafricaine. Le Bénin et le Cameroun ont signalé 3 cas chacun et la République du Congo a signalé 2 cas confirmés. De plus, 7 pays ont signalé des cas suspects de monkeypox alors qu'ils n'avaient auparavant aucune incidence. Ce sont l'Éthiopie, la Guinée, le Libéria, le Mozambique, la Sierra Leone, le Soudan et l'Ouganda. Les 2 pays qui n'ont pas d'antécédents de cas enregistrés sont le Ghana et le Maroc, qui ont signalé respectivement 5 cas et 1 cas. Selon le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, il s'agit clairement d'une situation inhabituelle qui affecte de plus en plus de pays, ajoutant que de meilleures préparations devraient être mises en place pour que le continent évite les inégalités subies lors de la réponse à la pandémie Covid-19. Car en tant qu'OMS en Afrique, les soutiens au pays sont intensifiés pour augmenter de toute urgence la capacité de dépistage de monkeypox, encore appelée variole du singe, et des milliers de tests pour le continent sont en train d'être achetés. Moeti a déclaré qu'un vaccin antivariolique plus récent et plus sûr avait été approuvé pour la prévention du monkeypox, mais l'Agence de santé des Nations Unies ne recommandait pas la vaccination de masse pour le moment. Cependant, il a averti que le continent devait être prêt à agir en cas de besoin. Les stocks mondiaux sont donc extrêmement limités à ce stade, mais un travail est fait en étroite collaboration avec les États membres et les partenaires sur un mécanisme de coordination pour garantir un accès équitable aux vaccins et aux traitements. Rappelons que l'avertissement de Moeti intervient quelques jours avant que l'OMS ne convoque un comité d'urgence pour indiquer si la propagation actuelle du monkeypox dans les pays non endémiques constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Parlons à présent de la liberté d'expression politique en Afrique dans ce journal. Aujourd'hui, bien que ça affirme libre, la dirigeance de l'Afrique à travers ses dirigeants pousse donc à s'interroger sur la liberté d'expression dans ces pays. C'est le cas, par exemple, du Sénégal qui connaît des tensions à quelques jours des élections législatives dans ce pays. Une situation qui se vit également parmi tant d'autres. Analyse de cette situation dans ce reportage de Bala. Depuis plus de 10 ans, les États africains, à la recherche d'un équilibre qui semblerait introuvable, traversent une série de crises politiques dont le peuple est pratiquement toujours absent.
En effet, le droit de suffrage par lequel devrait normalement s'exercer la souveraineté populaire ne permet guère aux citoyens africains de se faire entendre. Le système du parti unique est presque toujours présent et dans la plupart des cas, les élections ne sont qu'un moyen de légitimation formelle d'un pouvoir conquis et conservé par la violence. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest en est bien un exemple, même si certains pays cherchent à s'affirmer et sortent du lot, un véritable modèle à suivre. Toutefois, la constance d'une non-existence de la liberté d'expression politique en Afrique sous-entend que l'existence d'une réelle liberté d'expression politique en Afrique n'est qu'en réalité un mythe, et que tous les régimes mis en place en Afrique se rejoignent sur un point commun, la permanence d'une politique acquise à travers ces fluctuations tend à maintenir les populations africaines dans une situation assez peu différente de la situation coloniale. C'est là une situation qui pousse bon nombre d'Africains à s'interroger sur la liberté d'expression politique en Afrique. Au Sénégal, par exemple, le climat politique semble bien tendu avant les législatives prévues le 31 juillet 2022. C'est dans un domicile surveillé et encerclé par plusieurs véhicules de police qu'Ousmane Sonko s'est couché le jeudi 16 juin 2022 dans la soirée. Vendredi après-midi, les forces de l'ordre encerclaient encore sa maison dans la cité Gorgui, un quartier résidentiel de Dakar, tandis que des barrières anti-émeutes en barraient l'accès. Une surveillance qui n'a cependant pas empêché les manifestations, pourtant interdites par le gouvernement sénégalais. Pneus brûlés, poubelles en feu, gaz lacrymogène sont entre autres les grandes fureurs qu'ont connues Dakar au cours des affrontements entre jeunes et forces de maintien de l'ordre le vendredi 17 juin 2022. Des manifestations pourtant redoutées depuis que les autorités avaient interdit mercredi 16 juin 2022 une grande manifestation provoquée par l'opposition pour protester contre l'invalidation d'une liste nationale de candidats de la coalition Yewwi-Askan-Wi pour le scrutin du 31 juillet 2022. C'est là une situation qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres en Afrique, où le refus de manifester devient plus qu'une coutume. Parlons donc à présent de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a tenu son discours face à l'Union africaine lundi 20 juin 2022 par visioconférence, qualifié d'adresse conviviale par le président de l'Union africaine Macky Sall. Les propos de Zelensky reposaient sur se débarrasser de la menace de la famine, mission numéro 1, car selon lui, l'Afrique est plus qu'une victime, c'est un otage de ceux qui ont commencé la guerre contre l'Ukraine. Le président ukrainien a précisé que le continent africain ne pouvait bénéficier d'un grand stock de céréales du fait des blocus des ports ukrainiens. Il a également interpellé les pays africains sur la question des sanctions et vices vécus par l'Ukraine depuis février 2022. Ses homologues africains, notamment le président Macky Sall, ont simplement réitéré leur respect pour le droit international et leur appui pour la résolution pacifique des conflits ainsi que leur attachement à la liberté du commerce. Parlons donc à présent de sport avec la grande compétition prestigieuse qui honore dans le footballeur africain, les CAF Awards qui sont de retour, absentes donc depuis 2 ans. Cette année, cette cérémonie, les CAF Awards 2022, vont se tenir donc du côté du Maroc le 21 juillet prochain, qui va donc succéder au Sénégalais Sadio Mané. Les listes justement nominatives n'ont pas encore été précisées, mais les candidats se frottent déjà désormais les mains. Nguéné, davantage nous en dit plus. Le 21 juillet 2022, tous les regards seront rivés vers le Maroc pour le grand retour des CAF Awards. La prestigieuse cérémonie des récompenses des talents africains refait surface après 2 ans d'absence suite à la pandémie à Covid-19. Pour ce grand retour, la Confédération africaine de football n'a pas voulu précipiter les choses compte tenu de son agenda avec notamment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Même si la liste des nominés n'a pas encore été rendue publique, certains observateurs se réjouissent de ce retour, d'autant plus qu'il a refait surface avec un nouveau règlement, celui qui stipule qu'à l'image du Ballon d'Or France Football, les joueurs seront désormais jugés sur la saison écoulée et non plus sur les performances de l'année civile. Pour cette édition 2022, la période prise en compte est celle comprise entre septembre 2021 et juin 2022. Les gagnants seront désignés par les votes
des capitaines et des entraîneurs des associations membres du groupe d'études techniques de la CAF, des journalistes sélectionnés et des légendes du football africain. Seront concernés par ces récompenses le titre de joueur interclub de l'année, de jeunes joueurs de l'année ainsi que d'entraîneur de l'année, sans certainement oublier la petite nouveauté, le titre de joueuse interclub de l'année. Parlons à présent donc du jour de football, mais cette fois-ci avec la situation donc de Samuel Eto'o qui a été condamné avant 2 mois de prison pour fraude fiscale en Espagne. L'ancien footballeur a bien sûr bénéficié de cette sanction de fraude fiscale en Espagne ce lundi donc 20 juin 2022 selon Mundo Deportivo. Le Camerounais star du FC Barcelone ou de l'Inter Milan est accusé d'avoir caché 3,8 millions d'euros au fisc espagnol lorsqu'il jouait en Espagne entre 2006 et 2009. Pour l'heure, les informations font état de ce qu'il n'irait pas dans les cachots. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève ce journal bilingue. Merci de nous avoir suivis.